32 ans, je prépare une thèse depuis 2018. Voilà, j'ai le plaisir d'être parmi vous ce soir et je remercie ceux qui m'ont invité. Merci. Alors, merci. Salam alaikum. Moi, c'est docteur en droit, droit public et droit international. J'ai déjà fait ma soutenance. Donc, comme vous avez dit, on a entre le droit de référer ou reste. On est dans ce cadre. On va discuter. Merci. Sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je veux commencer par vous, docteur Saïd. Selon vous, pourquoi un nombre important de diplômés comoriens choisissent-ils de ne pas rentrer immédiatement aux Comores après leurs études? Ok. Alors, encore une fois, chers Assémiens, honorables invités, en vos rangs et qualités, chers ministres conseillers, actuels consul par intérim, Madame Sonas, Amasaïd, je vous rends les salutations de tous les dieux de l'islam qui sont à Salam. Alors, sans plus tarder, parce que le temps nous est compté, je pense que je ne sais pas combien de temps nous aurons, mais Alors la question. je vous remercie aujourd'hui d'être là parmi vous, partager ma toute petite contribution avec modestie, qui est la question sur quels sont les... Pourquoi un nombre important de diplômés comoriens choisissent-ils de ne pas rentrer immédiatement aux Comores après leurs études? Alors, merci. Souvent, on dit que celui qui pose la question a la moitié des réponses. Donc, il m'est très difficile de répondre directement. Donc, cette question, je vais l'aborder sur deux cas. Sur les avantages du retour et puis les inconvénients après le retour. Je commence par une citation de M. P.T. Duquet qui disait que le capital le plus précieux d'une organisation, ce sont ses hommes et ses femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le retour des diplômés comoriens formés à l'étranger représente ici de notre pays un grand avantage. Pourquoi? Parce que ces diplômés-là vont contribuer dans plusieurs secteurs, notamment de la santé, parce qu'ils amènent déjà leur expertise, la connaissance et les méthodes du travail moderne, parce que nous sommes formés à l'étranger, ça ne sera pas la même chose que ceux qui sont formés à l'intérieur. C'est déjà un avantage. On connaît aujourd'hui, avec l'arrivée du président Zali au pouvoir, plusieurs chantiers sont en route, notamment de la santé, des routes, des infrastructures qui sont là. Donc si on retourne au pays, on va contribuer dans plusieurs choses. Notamment la création des emplois, comme des entrepreneurs, quand on retourne, c'est déjà une chose parce qu'il y aura l'ouverture des entreprises pour embaucher les jeunes, pour diminuer le chômage. Alors, le retour de ces jeunes-là vont contribuer aussi dans le mode de diminuer la dépendance des entreprises étrangères. Attention, je n'ai pas dit que les entreprises étrangères, ce qu'on les appelle les IDE, investissement direct étranger, c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose qu'il vient pour
améliorer, booster le développement de notre pays. Mais aussi, quand on retourne aussi, c'est une valeur ajoutée de plus. D'accord? Alors maintenant, pour les convénients, une fois au pays, ces gens-là rencontrent, ou bien nous allons rencontrer beaucoup de problèmes, notamment quand on revient, il y a certainement des institutions qui ferment le porton à ces jeunes diplômés-là. Parce qu'on va le dire tout simplement que non, vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas l'expertise, il faut que vous attendez, vous allez confronter des stages de 4 ans, 5 ans, 6 ans dans le stage. Et c'est très malheureux. C'est pourquoi ces jeunes-là hésitent entre la route du retour, c'est qu'on les appelait Monsieur César, les cahiers de retour au pays natal. Donc ces jeunes, ou bien nous, jeunes, parce que j'ai fait partie, diplômés, on hésite de retourner pour déjà cela. Et le favoritisme parce que lui, il m'a soutenu dans les élections, donc je préfère celui qui m'a soutenu, même s'il est incompétent, que celui qui peut apporter des valeurs ajoutées. C'est déjà deux. Deuxième chose, le clientélisme. Aujourd'hui, une entreprise ou bien quand il y a appel d'offres au niveau de l'État, ils préfèrent. Moi, je te connais, je connais celui qui te connaît, on se connaît, et on lègue le marché sans passer par l'appel d'offres. C'est déjà, très malheureusement, le pays s'engouffre et c'est très malheureux. Et puis, dernièrement, l'État doit faire tous les moyens possibles pour les infrastructures qui sont là, faire appel à ces jeunes de retourner au pays. Pourquoi? Parce que Kofi Annan disait que le capital, la fuite des cerveaux est un précieux luxe que le pays en développement ne pourrait pas se permettre. En conclusion, oui, le retour est bien, mais il faut que l'État soit conscient pour rappeler ce jeune-là, le mettre en confiance et ne pas se rejeter tout le temps parce que les jeunes, j'ai choisi de rester pour le finance, ça veut dire le moyen de finance, de paiement. Un jeune qui ou bien en France, je reste en France ou bien au Maroc, c'est parce que ici je serai payé 2000 euros ou bien 300 euros, 3000 euros en retournant au pays. Quelqu'un qui est là parce qu'il te connaît, un ministre par exemple, je ne fais pas des caricatures, mais il sera mieux payé qu'un médecin ou un informaticien ou un expert dans un tel domaine. Et ce qui pousse les jeunes à ne pas regagner le pays. Merci. Docteur Malik, est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter sur cette question? Oui, bien sûr. D'abord, la question c'était... oui, comme le redire, s'il vous plaît. Pourquoi un nombre important de diplômés comoriens choisissent-ils de ne pas rentrer immédiatement au Comores après leur situation? Oui, alors cette question, pour y répondre de manière concrète, il faudrait travailler avec l'État. Il faudrait avoir des chiffres. Il faudrait un travail sociologique sérieux pour répondre à cette question de manière précise. Par contre, on peut poser le problème autrement et essayer d'y répondre selon notre niveau et notre situation, qui est celui d'un étudiant, chercheur, etc. Bon, moi, je suis arrivé avec un plan, d'accord, mais je vais d'abord répondre à la question. D'abord, il faut, à mon avis, peu importe le sujet, dès qu'on parle de société, de phénomènes sociaux, historiques, culturels, il faut toujours préciser de quoi l'on parle. D'abord, il faut distinguer société et État. C'est primordial de distinguer ces deux entités. La société, c'est vous, c'est moi, c'est nos rapports sociaux, c'est un village, une communauté, ensuite une autre, et ainsi de suite. Et c'est la responsabilité que nous avons les uns et les autres pour cohabiter, pour vivre ensemble et en sécurité. Ça, c'est la société. Ensuite, on a l'État. La société, elle a connu, dans l'histoire des sociétés humaines, les sociétés ont connu plusieurs, on va dire, systèmes politiques.
Aujourd'hui, on en est au système étatique. Donc là, on ne va pas faire de l'histoire, mais c'est important de le rappeler. Donc l'État, c'est un pouvoir. C'est-à-dire, c'est une manière qu'on a trouvée, qu'on a jugé juste, d'organiser la société, d'organiser les gens. Donc, une fois qu'on a distingué ces deux entités, la société, l'État, on peut se demander, en tant qu'étudiant, quand on rentre, parce que là, il s'agit de nous-mêmes. On ne réfléchit pas sur des sujets, il s'agit de nous-mêmes. Donc, on est en plein dans l'esprit des sciences sociales. Vous savez, dans les sciences sociales, l'observateur est lui-même l'observé, ce qui est très différent. Bon. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Quand on rentre au commun, après avoir acquis un savoir, qui est-ce qu'on veut servir? L'État ou la société? Ça aussi, c'est une question majeure, parce que des fois, dans les conférences ou les assemblées que nous faisons ici, nous posons des fois ces problèmes-là, mais nous ne prenons pas le soin de préciser de quoi parlons-nous. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes les mêmes? Est-ce que nous avons les mêmes idées? Est-ce que nous pensons la même chose? Est-ce que nous voulons la même chose pour les communs? Je ne suis pas si sûr. D'accord? Et il faut ce débat démocratique. Donc, on ne va pas m'attarder là-dessus. Une fois qu'on a distingué société, État, il revient à chaque étudiant, à chaque citoyen, puisque c'est une question citoyenne. Et là, puisqu'il s'agit puisqu'on est en situation diasporique, je vais poser le problème en termes diasporiques étudiants. Donc il nous faut poser le problème en ces termes-là. Pour qui est-ce que je veux servir? L'État ou la société? Si je pense à l'État, dans l'esprit de l'État, il faut des diplômés, c'est-à-dire il faut des gens qui ont acquis un savoir spécifique, des techniciens. L'État ne veut que des techniciens. Un État qui voudrait autre chose que des techniciens, ce ne serait pas un État. Un État n'a pas besoin d'intellectuels, par exemple. Les intellectuels naissent d'eux-mêmes, de la société civile. D'ailleurs, la plupart des cas, les États n'aiment pas les intellectuels. Ils aiment des idéologues, c'est ce qui est autre chose. Donc, des diplômés pour l'État. Si on veut servir la société, il faut plus qu'un diplôme. Parce que la société, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon grand-père qui est paysan, c'est mon oncle qui n'a aucune qualification et qui est docker, par exemple, au port de Moroni, c'est ma grand-mère qui vend des tomates. C'est ces gens-là que je dois servir. C'est un choix, hein. C'est pas le Coran, c'est un choix. Et on a le droit de faire le choix qu'on veut. On peut se penser fonctionnaire de l'État. C'est la plupart d'entre nous, nous avons, parce que nous sommes des produits de l'État, nous avons été produits par une école, l'école c'est l'État, et même la famille. On pourrait nous attarder un peu là-dessus, montrer la dimension politique de la famille, comment est-ce que dès le bas âge, on nous forme à penser comme l'État. Si bien que même lorsqu'on essaie d'être critique, on critique l'électricité parce qu'on pense dans l'État, on a l'esprit de l'État. Et donc dans cet esprit de l'État, les étudiants que nous sommes, nous pensons l'État comme la société, nous confondons les deux. Pour nous, c'est une évidence quand on dit l'État, c'est la société. Non. Une fois qu'on confond ça, on est dans l'idéologie totale. Et en tant qu'étudiant, nous ne pouvons pas être dans cette idéologie. Alors, ça, c'est une première distinction. Je ne sais pas, ça ne répond pas directement à la question, mais on va y venir. Je pense que ça va être la conclusion logique. Deuxième distinction à faire, c'est être diplômé, être instruit et être intellectuel. Ce sont trois réalités différentes, mais qui peuvent être rapprochées. Et leur confusion fait beaucoup de mal aux sociétés postcoloniales africaines aujourd'hui. Un diplômé, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans une institution reconnue et qui a acquis un savoir. Il est diplômé. Ça veut dire qu'il a suivi un parcours, qu'il a validé des modules, etc. Bon. Ensuite, il y a l'instruction. Bon, cette division, et c'est celle que je viens de faire tout à l'heure, entre société et État. Donc l'instruction, c'est aller au-delà du diplôme. Est-ce que j'ai acquis un savoir? Est-ce qu'au-delà de ce diplôme, je suis capable, étant tout nu, pour reprendre le mythe de Claude Lévi-Strauss, l'homme nu, quand on est nu, qu'est-ce qui nous reste? La culture. Tout à l'heure, on a parlé de culture, on a cité Senghor. Je ne sais plus ce que disait Senghor, mais c'était sur l'importance de la culture. C'est ce qui nous reste quand on est dépouillé de tout. Est-ce qu'une fois qu'on a quitté la fac ou l'école et qu'on est dépouillé de tout, qu'on n'a pas de diplôme, qu'on ne sait pas quel a été votre parcours, est-ce que vous êtes capable, avec votre langage, de produire un discours qui soit du savoir et qui agisse dans la société? Ça, c'est l'instruction. Troisième réalité, c'est être un intellectuel. Être un intellectuel, c'est avoir été diplômé, même si l'intellectuel n'est pas forcément diplômé. On peut ne pas avoir de diplôme et être un intellectuel. D'ailleurs, les grands intellectuels n'ont pas fait de grandes études. Ils en ont fait de peu, mais ils ont eu une grande conscience. Bon.
Mais généralement, il doit être diplômé. Parce que généralement, c'est à l'école où on apprend l'histoire, on apprend la société, voilà, où on sort de sa vie individuelle et personnelle. Donc, il doit être diplômé. Ensuite, il doit être instruit. Il ne doit pas avoir seulement un diplôme, il doit être quelqu'un qui a une bonne culture générale. Et la culture générale, il faut faire attention parce qu'elle peut être idéologique quand elle annule l'esprit critique. C'est-à-dire que nous, en tant que jeunes qui avons été produits par l'école française à la Comorienne, nous avons, au fil de notre évolution, développé acquis plus de connaissances concernant l'ailleurs. Nous savons beaucoup des États-Unis, les continents, nous connaissons beaucoup de l'histoire américaine, l'histoire de France, la Révolution française, et nous ignorons presque tout de notre propre expérience historique. Donc on a une culture générale, mais qui en fait ne sert à rien. Ou alors elle sert à faire de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui... il faut voir les problèmes politiques que ça pose chez nous. Problème de démocratie. Les masses ne comprennent rien à rien. Il faut seulement avoir été à l'école pour espérer comprendre c'est quoi une loi, c'est quoi les taxes, c'est quoi les impôts. Donc, il y a ce problème-là. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Et je finirai là-dessus. Finalement, il faudrait qu'on pose ce problème dans ces termes-là. De quoi est-ce que nous avons besoin en tant qu'individus? Vous avez besoin de quoi? D'une carrière? Eh bien, si on veut une carrière, on fait ci. Vous avez besoin de quoi? Être un intellectuel, servir la société? Voilà ce qu'il faut faire. Je pense que pour nous qui avons eu la chance d'aller jusqu'au doctorat, il faudrait qu'on change un peu les débats qu'on pose et arrêter de poser des débats qui demandent d'avoir une longue expérience politique pour régler des... Non, il faudrait poser les problèmes à notre niveau. C'est quoi être étudiant? C'est pour ça que je suis arrivé avec un plan. C'est quoi être étudiant? Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Comme ça, chacun fait le choix qui lui convient, mais il sait. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Et je finirai juste sur ça en précisant une chose, c'est qu'on ne peut pas poser le problème des diplômes, enfin le problème du retour ou du non-retour aux Comores, sans faire une généalogie de la diaspora estudiantine. Il faut qu'on revienne. Qui étaient les premiers bacheliers à quitter le pays? Est-ce qu'ils sont revenus? À quel moment est-ce que ça a foiré? Si ça a foiré à un moment. Donc, on a des informations là-dessus. Il y a des étudiants en droit, il y a des chercheurs dans plusieurs domaines. On peut poser ces problèmes-là et finalement être une vraie société civile. C'est-à-dire arrêter de poser des problèmes en termes politiques. Parce que nous ne sommes pas l'État. Nous sommes la société, nous sommes des étudiants. Les loyers que nous payons ici, ils viennent de femmes qui vendent au marché, ou d'infirmiers et d'infirmières. Donc nous sommes ces gens-là, nous sommes la société. Et aussi, et je finirai là-dessus, parce qu'en fait, la vraie opposition politique, c'est la jeunesse. Et ce n'est pas une opposition au sens opposite, non. C'est parce que l'État, comme esprit, c'est une logique dialectique. On a tous fait le plan dialectique à l'école. Thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire que l'État, s'il n'est pas dialectique, il n'évolue pas. L'État évolue parce que les contraires se rencontrent, s'interpénètrent, s'interfécondent et donnent une troisième réalité. Si nous ne faisons pas ça, nous les étudiants, ou les chercheurs, ou les écrivains, ou les intellectuels, les artistes, ce que tu veux, on laisse ce travail-là à l'opposition politique. Mais l'opposition politique, ça reste des hommes politiques. Normalement, je n'ai pas à m'identifier entre le gouvernement et les partis à l'opposition. C'est pas ça. Il n'y a pas que ces deux alternatives. Il y a moi. Et je suis au-dessus de ça. Parce que je suis un citoyen. Alors, merci. Docteur Oualid, vous m'avez parlé tout à l'heure que vous avez un plan. Et au lieu de continuer mes questions, je pense que continuer votre plan pourrait répondre à mes questions. Donc, vous pouvez les développer. Comment on va gérer la communication entre moi et docteur? Je ne suis pas encore docteur, je tiens à le préciser. Je suis doctorant, ça fait 8 ans que ma thèse traîne. Donc quand vous m'appelez docteur, ça m'inquiète un peu. Hein? Oui, mais ça met la pression aussi. Je ne suis pas encore docteur. Oui, parce qu'on reçoit des messages. Hein. Vous n'avez pas encore soutenu, ça fait longtemps. Donc si vous m'appelez docteur, ça me rajoute encore du stress. Alors, je vais essayer d'ajouter un autre point et je vous passe la parole. Alors, un dernier point, c'était juste de dire qu'il faut toujours essayer d'aller au-delà de la question individuelle. Nous qui sommes là, pour ne pas dire tous les Comoriens, ont un avis sur tout. Et ils ont le droit d'avoir un avis. Ma mère a un avis sur la politique.
Mon oncle qui n'a pas eu de formation a un avis. Et tous les avis comptent. Maintenant, quand on essaye de penser, quand on fait de la recherche ou quand on est étudiant et qu'on veut se prendre un peu pour un intellectuel, il faut travailler à aller au-delà du cadre individuel, de sa seule expérience directe. Parce que mon oncle, qui dit ce qu'il pense de la politique, il dit ce qu'il pense de la politique compte tenu de ce qu'il vit tous les jours. Quand on étudie, on essaie d'étudier des phénomènes, on étudie l'histoire, on étudie d'autres sociétés. Donc, il faut toujours essayer d'aller au-delà du plan individuel. C'est pour ça que je trouve nécessaire que nous revenions au départ, à la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les premiers Comoriens, après leur bac, sont envoyés faire des études? Ces gens-là n'étaient pas du tout politiques. Les premiers bacheliers n'étaient pas très politisés. C'est la deuxième génération qui va être la plus politisée, qui va aller en France et dire à leurs grands frères, c'est bon, cette blague a assez duré, maintenant on va poser les vrais problèmes de société, c'est-à-dire la colonisation. Donc, on voit comment, et cette deuxième génération, c'est la génération d'Aboubacar Saïd Salim par exemple. Quand on lit Et la graine, voilà, c'est les jeunes des années 60 qui vont être nourris par cette passion des années 60, mai 68 en France, en Chine, etc. La jeunesse se révolte et remet en question tout l'ordre établi. Ce qui est le contraire de notre situation aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie. Vous pouvez être jeune, avoir une conviction, avoir un esprit critique, vous êtes seul. Vous êtes isolé, il n'y a pas l'effet d'association. Alors ça, c'est une réponse à ceux qui nous disent souvent, il ne faut pas poser des problèmes politiques dans l'ASEM. Vous n'avez rien compris. L'ASEM a été créée sur le modèle de la SEC. Et la SEC, au départ, c'est politique. Politique, ça ne veut pas dire ça va nommer, ça va parler de gens. Non, ça va poser les vrais problèmes sociaux. Ça va poser le problème de la terre, du foncier. Mais généralement, quand on dit politique, ça fait peur parce qu'on pense qu'on va parler comme sur les réseaux sociaux, insulter des gens. Non, on pense notre société. C'est-à-dire, nous sommes une société anciennement colonisée qui aujourd'hui est indépendante, mais n'a pas réglé son problème du foncier, par exemple. Bon, je vais sortir de cette question et continuer sur mon... Donc, on a fait quelques précisions. Maintenant, c'est la dernière précision, c'est la distinction gouvernant-gouverné. Un État implique qu'il y ait cette relation-là entre gouvernant et gouverné. Et on laisse penser comme ça qu'il y aurait d'un côté les gens de pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, et de l'autre, ceux qui le subissent totalement. Ça aussi, c'est un des troisièmes mythes qu'il faut détruire. La société n'est pas dualiste. Il n'y a pas d'un côté les puissants qui ont le pouvoir, et de l'autre, ceux qui n'ont pas du tout de pouvoir et qui font que le subir. Il y a des interactions entre ces deux sphères. D'accord ? Dernière distinction à faire, on a fait un peu de généalogie du fait diasporique. Alors, le problème du non-retour des jeunes. Pourquoi est-ce qu'à mon avis, c'est une question politique? Pourquoi est-ce qu'à mon avis, le problème du non-retour des étudiants, des diplômés, est un problème politique? C'est un problème politique tout simplement parce que c'est un problème de mérite. La méritocratie est le problème le plus politique qui soit. Pour moi, la méritocratie est un problème plus politique que le débat. C'est-à-dire, lorsque dans une société, ceux qui parviennent à ceux qui parviennent au tertiaire, ceux qui vont décider des fins, parce qu'il faut rappeler que ce qui compte pour la société, c'est le travail, c'est pas les valeurs, c'est pas la Munzima, l'Inzima, c'est une chanson. Ceux qui fondent une société, ceux qui fondent la société comorienne, c'est le travail que font les Comoriens. Et ça fait longtemps que les Comoriens travaillent. On les a fait travailler d'abord par un pouvoir colonial, et après l'indépendance, c'est l'État. Je ne sais pas dire que l'État est une entité coloniale, je sais juste dire que de la colonisation à nos jours, le travail n'a pas changé. Il reste juste que ceux qui sont en haut ne sont plus blancs. Je veux bien parler de la bourgeoisie. C'est un problème qu'on ne pose plus au Comores depuis qu'il y a plus de marxisme, qu'il n'y a plus de lutte sociale. On ne parle plus de lutte des classes. Mais il y a aujourd'hui au Comores un vrai problème de lutte des classes. C'est-à-dire, et ce problème pose un problème de mérite, de méritocratie. Qui parvient dans le haut de la société? Selon quels critères? Là encore, il n'y a pas de travaux là-dessus. Je ne pourrais pas être précis et tenir un propos concret, mais que chacun regarde autour de lui. Comment on fait au Comores pour parvenir au haut de la société?
Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je la laisse ouverte. Donc ce problème-là de méritocratie, c'est un problème qu'il faut inscrire parmi les problèmes les plus politiques qui soient. Pourquoi les gens ne rentrent pas? Pour mon cas, je n'ai pas fini. Et même si j'avais fini, je ne rentrerais pas en commun. Ça, c'est pas vrai. J'enseigne dans une école, je trouve que je suis assez bien payé. Quand je me renseigne sur ce que j'aurais gagné si j'étais au Comores, je n'ai pas envie de rentrer. Pourquoi? On pourrait me dire, oui, mais c'est parce que vous n'aimez pas les pays, vous nourrissez un appétit. Non, non, non. L'argent que je gagne ici, je l'utilise au Comores. Pour des écolages d'enfants, pour des soins de parents qui vont chercher ces soins ailleurs, hein, pas au Comores, ailleurs. Donc même vivant ici, on vit les Comores. Et je ne vous parle pas de ceux qui vivent en France. Alors, je n'ai pas très bien répondu à la question, mais pour les diplômés, je pense que les gens qui ne rentrent pas ont des raisons différentes, selon les personnes, selon leur parcours, mais on ne peut pas nier qu'il y a un vrai problème politique qui est la méritocratie. Si j'étais marocain et que j'avais étudié en France, je serais rentré chez moi. Parce que je sais qu'on a besoin de moi. Et je vous dis ça à mon corps défendant, parce qu'il y a 10 ans, je ne comprenais pas les grands frères qui tenaient ce discours-là. Pour moi, c'était évident que j'allais finir ma thèse et rentrer et basta. Non. Il y a un vrai problème. Alors, soit on rentre vite, master, 25, 26, on rentre. Si vous restez jusqu'à la trentaine, ça peut être compliqué parce que vous posez d'autres questions. D'accord? C'est d'autres questions, c'est des questions de vie, et vous commencez à voir c'est quoi être un jeune Comorien de 30 ans, de 35 ans. C'est dur, ça. Vous pouvez être qui vous voulez, être ingénieur, c'est dur d'être jeune Comorien à 30 ans. Et donc, on fait les choix qui nous protègent le plus. Je finirai là-dessus, je vous dirais, c'est une anecdote. Je parle souvent avec mes parents, chose que je ne faisais pas avant. Et je le dis pour les petits frères et les petites sœurs qui sont là, on traverse des moments, des fois, où on ne répond pas aux appels. D'accord? C'est des moments qui peuvent être très durs, de dépression, peu importe. Et après, je me suis mis à répondre, et j'ai vu que ça faisait du bien. En fait, quand tu vas mal et qu'il y a un appel de ta main, réponds. Ça ira bien après, c'est sûr. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, je parlais avec ma grand-mère, et elle m'a dit une chose qui m'a brisé le cœur, c'est qu'elle m'a dit ne rentre pas. Ouais. Ah, c'est ma grand-mère qui dit ça. À un certain âge, vous savez ce que ça veut dire, un certain âge, elle-même. Et bien la grand-mère te dit ne rentre pas. Bon, mon petit frère est décédé ici. Donc il faut imaginer la grand-mère qui vous dit ne rentre pas. Je n'ai pas besoin de lire des travaux sociologiques sur les Comores pour savoir qu'il y a un vrai problème politique au Comores. Comment une grand-mère dit à son premier petit-fils qu'elle voudrait voir marier, faire le... C'est ça, non? Eh bien, elle te dit non. Et je dis ça parce que je sais que je ne suis pas le seul. Si ce n'est pas votre grand-mère, c'est votre mère, c'est votre frère qui vous dit ne rentre pas. Reste là-bas, trouve un travail, reste là-bas. Je ne crois pas qu'il y a de preuves plus politiques que ça. Parce que la grand-mère, elle ne comprend pas c'est quoi les taxes, hein, pourquoi les prix augmentent, elle ne comprend pas tout ça. Mais on n'a pas besoin de comprendre la politique. On a juste à la vivre, et on sait qu'on vit dans une société qui est injuste, qui est indigne. Ça va au-delà de l'injustice, la société comorienne. On touche l'indignité. C'est-à-dire, on est une société qui, chaque année, connaît des morts en mer, et n'est même pas capable de dire un chiffre. On n'est même pas capable de dire combien de Comoriens sont morts entre les eaux de Danjouan et Mayotte, ne serait-ce que ces 4 dernières années. Pour des musulmans qui fondent leur société sur la religion, c'est quand même problématique. Donc vous voyez, on est obligé de poser des problèmes politiques parfois pour poser les vrais sujets. Donc j'honore être là pour l'instant et on verra comment c'est évolue. Merci à nos deux intervenants pour cette riche intervention. Je vous dis, j'ai une feuille remplie, des feuilles remplies de questions, et avec leurs deux interventions, ils ont presque répondu à ces questions. Mais pour continuer, je vais poser la question à Dr Azaïd. Pensez-vous qu'un diplômé vivant à l'étranger peut-il contribuer efficacement au développement des Comores sans y résider? Je ne sais pas si je l'ai posé. Alors, bon, un
diplômé comorien formé à l'étranger peut contribuer au développement du pays sans résider au pays? La question se répond tout seul. C'est parce qu'on va prendre l'exemple de la diaspora comorienne, même si très étudiant, c'est aussi fait partie de la diaspora. Mais ici, je vais être très, très pratique parce que moi, j'aime tout ce qui est pratique. Théorie, on nous enseigne trop de théorie à la fac. Donc, quand on rentre sur la pratique, c'est là où tout le monde peut se comprendre. Alors, oui, un diplômé ou bien un comorien ou quelqu'un qui est formé pour parler d'une manière générale, soit tchadien ou un Africain qui est formé à l'étranger peut contribuer au pays sans être résider. À travers les idées, à travers ce que je viens de dire précédemment concernant sur les entreprises, l'entrepreneuriat, d'accord. Aussi, je vais me basculer tout simplement sur ce que mon frère il a dit concernant sur la société comorienne. Pourquoi? Parce que je pense que tout est politique, hein. Tout est politique, même à la maison, entre les parents, ton père et ta mère. Ils ne pouvaient pas te parler sans avoir les stratégies de comment on va industrialiser Zaïd ou bien comment on va faire pour qu'ils nous comprennent. Alors, tout est politique. J'ai dit ça pourquoi? J'ai dit ça parce que il a dit tout à l'heure là, M. Walid, qu'il y a l'État, ceux qui sont au sommet, ceux qui détiennent le pouvoir. Il y a ceux qui contre le pouvoir, qu'on appelle communément l'opposition. Il y a les citoyens lambda. Alors souvent, nous nourrissons les narratifs qui disent, surtout citoyens lambda, qui dit que bon, de toute façon, l'État appartient à celui qui gouverne et ce qui contredit le gouvernement. Bon, moi, en tant que citoyen lambda comorien, ça ne me concerne pas. Restez là-bas, vous chamaillez, vous disputez, ça ne me concerne pas. Alors que c'est faux. C'est faux. L'État nous appartient à tous. D'ailleurs, souvent, il faut distinguer entre l'État, le gouvernement et l'opposition. Parce que ce n'est pas la même chose. L'État, c'est tous. Il avait bien dit là. Donc, en tant que citoyen, oui, je dois contribuer. Je contribue aussi. Il faut que j'amène ma pierre de déficit pour booster le développement du pays. Bon, disait un ancien président américain, il a dit qu'un citoyen, au lieu de demander ce que l'État doit faire pour vous, demande-vous ce que vous devez à l'État. Mais c'est ça aussi la contribution des citoyens dans son pays d'origine. Aussi, j'avais dit là, ceux qui hésitent souvent comme moi à retourner au pays, souvent c'est un problème de salaire. On ne doit pas se mentir. Si vous êtes en France ou bien au Maroc, je l'ai dit et je répète encore, si vous êtes au Maroc, vous êtes au Canada, aux États-Unis, peu importe là où vous êtes en tant qu'étudiant, après avoir fini vos études, vous percevez combien? Vous percevez 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Retournant au Comores, au Tchad, au Sénégal, vous percevez combien? Donc vous faites vous allez faire la différence, ce que je vais percevoir au Comores et ce que je bénéficie en étant là où je suis fermé. Donc le soir ne se discute pas, vous allez rester. Il ne faut pas se voir les faces. D'accord? Alors, merci. Ah, si, ça c'est la question. On va prendre un exemple concret. La montée des eaux chez nous en commun. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des étudiants en géologie. C'est quoi la discipline qui se rapproche le plus de ces problèmes-là? De la montée de la géologie.
Là, ça pose concrètement la distinction entre l'État et la société. Pour l'État, ce n'est pas un problème majeur. La montée des eaux, mais pour les habitants des villes. Mais pour les habitants d'une ville côtière en Comores, c'est urgent. Ça l'est pour moi. Je viens de Mitsaméouli, ma maison il est à quelques mètres de la côte. C'est vraiment... donc c'est urgent pour ma famille. Le problème, c'est qu'une seule famille ne peut pas construire une digue. Et c'est là que cette seule famille fait appel à la société. C'est ça la politique. C'est comment le problème de quelques-uns devient le problème de tous. C'est ça la vraie cohésion sociale. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de cohésion sociale. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours rire quand j'entends, que ce soit les Comores ou autres pays, quand j'entends qu'il y a eu un accord de paix et que des hommes en costume se sont vus, ont bu du champagne, et ont signé des traités, on dit on a fait la paix. Mais en fait, quand vous faisiez la guerre, c'est pas vous qui mourriez. C'est des gens, c'est d'autres gens. Est-ce qu'eux, ils ont fait la paix entre eux? Et c'est bon, j'ai pris un exemple dramatique, mais c'était pour essayer de vous faire voir qu'au Comores, on a un problème de solidarité. La solidarité, malheureusement, on la chante, on la célèbre, parce qu'il est là la solidarité. On est une société très solidaire. Quand je me marie, tout le monde est là. Quand je meurs, oui, tout le monde est là. C'est exceptionnel. Vous expliquez ça à des individus provenant d'autres sociétés, ils ne comprennent pas. Quand vous expliquez à des non-comoriens qu'à mon mariage, je n'ai pas invité les gens. Les gens viennent, c'est tout le monde se sent. Oui, quand on a un mort, tout le monde creuse. Enfin, mais derrière ça, c'est une solidarité. Est-ce qu'elle va au-delà de ça? Non. Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce qu'on aide les mamans, les parents à élever leurs enfants? Non. Mais les autres, ils le font. Ils s'aident pour éduquer leurs enfants. Donc, on n'est pas mieux que les autres. On n'est pas pire qu'eux, mais on n'est pas mieux que les autres. On a des problèmes auxquels nous devons trouver des solutions adaptées. Alors, pour répondre à la question qui était... étrangers ou des diplômés qui sont à l'étranger peuvent contribuer au développement de ces pays sans université? Des fois, il y a des questions, c'est même pas à nous de répondre, c'est à l'histoire. Il faudrait juste interroger. Est-ce que dans notre histoire, il est arrivé que des gens essaient de faire pays à distance? Je dirais toujours. On commence par l'indépendance. L'indépendance, les premiers à scander que le colon dégage, ils n'étaient pas aux commandes. Hein. Ce serait l'équivalent d'un coup d'État aujourd'hui. Si pendant la période coloniale, pendant que l'administration coloniale vous dit fin à la colonisation, c'est pas possible ça. C'est depuis la Tanzanie que les premières voix comoriennes se sont levées pour dire peut-être qu'il serait bien que nous devenions indépendants après avoir voté oui à la France en 58 ou 50, je ne sais plus combien. Parce que ça aussi, on ne le dit pas aux Comoriens. Notre école ne le dit pas. De toute façon, notre école, elle est idéologique. Elle veut former des patriotes. C'est ça le problème de l'école comorienne. Mais former des patriotes, c'est pas former des gens capables de répondre à un problème concret. C'est former des gens avec un certain narratif. On va leur raconter telle histoire. Et on va en gommer d'autres. Non. En 75, comme on nous l'a enseigné à l'école, on est devenu indépendant. On a rompu avec la France. Mais en 58, nous-mêmes avons voté pour rester avec la France. Au moment où d'autres pays rompaient déjà avec la France. Ça aussi, il faut le dire. Et c'est aux générations futures de se faire leur lecture. C'est ça aussi la liberté politique. C'est que nous, en tant que génération, nous avons le droit et la liberté de tout savoir sur notre pays et de juger par nous-mêmes. Donc, première action menée par des étudiants, enfin des étudiants non, mais une diaspora intellectuelle. Parce que les Comoriens qui vivaient en Tanzanie à l'époque, c'était des gens qui étaient contre Sédan Metchek. C'était des opposants politiques à Sédan Metchek. D'accord? Et qui, c'est un exil en fait. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est une tradition chez nous. L'exil, c'est soit Tanzanie, soit... C'est les mêmes routes depuis. Et ces voix d'instituteurs vont profiter du climat qu'il y avait en Tanzanie à l'époque, parce qu'à l'époque, Dar es Salaam était en fait c'était un peu la Mecque des révolutionnaires et des indépendantistes. C'est là où il y avait les grandes rencontres et qui rassemblaient des révolutionnaires de tous les continents. Et donc, les Comoriens qui vivaient là
qui étaient intellectuels du coup, parce que c'était pour la plupart des instituteurs. Pour s'opposer à cette nouvelle tchèque, il fallait avoir fait des études à l'époque. Parce qu'il avait tout pour être aimé. Famille Anga, famille Kou, notable, voilà. Donc il avait tout pour être aimé. Il fallait être soit un jeune qui n'était pas bien, parce que c'est comme ça qu'on qualifie les jeunes qui sont critiques. On va dire qui fument, qui, bon bref. Soit il faut être un jeune qui a lu Marx et qui a vu ce qui se passe en France et qui s'est dit, bon, moi en tant que jeune aussi, ce serait peut-être bien que les notables là se calment un peu parce que moi aussi je suis libre, ou alors être un intellectuel, quelqu'un qui a lu et qui sait tout sur l'histoire des sociétés africaines, les réformes agraires qu'il faudrait faire pour qu'il y ait un peu plus de justice, etc. Bon, on va fermer cette première parenthèse. Tanzanie. Donc l'indépendance n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'action de ces diasporas. Donc, première preuve. Deuxième, je citerai en exemple la SEC. La SEC, c'est ce qui a fait la vie politique des Comores des années 60, 70, 80, 90. Il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu tous les hommes politiques qu'on a. Et même au-delà des hommes politiques, cette petite culture politique qu'on a au Copan, je me permets de dire petite. Cette petite culture qu'on a aujourd'hui, politique, qui arrange tout sauf le peuple. Cette politique, c'est juste les résidus d'une tendance intellectuelle, culturelle, qui a été mise en marche par le mouvement associatif de jeunes étudiants en France, qui vont décider de rentrer, et qui vont rentrer pour la plupart d'entre eux. Et je vous suggère une lecture, c'est le livre de Dr Ouledi. J'ai oublié le titre, mais Dr Ouledi vous trouverez. Et il dit dans ce livre, nous sommes rentrés changer les Comores nous ont changé. En fait, c'est ça notre histoire. Hein. On a des idées quand on est ailleurs, qu'on soit au Maroc, au Sénégal ou peu importe. Vous avez des idées, vous pensez que vous êtes l'homme providentiel qui va arriver aux Comores et qui va changer. Et non, quand vous arrivez, non seulement vous ne faites pas ça, mais vous découragez ceux qui arrivent après vous. Vous êtes les premiers à leur dire ça c'est impossible. Parce que je ne l'ai pas fait. Quelque part, c'est une manière de se rassurer soi-même. Mais je voudrais que le problème, on l'élève au-delà des individus. C'est un problème social, un problème politique qui va nous prendre tous. C'est-à-dire, je dénonce des choses qui me menacent. Il est possible que je rentre aux Comores et que je devienne un monstre. C'est ce qui se passe le plus souvent. Donc, oui, deuxième exemple, la SEC. La SEC est rentrée avec cette logique démocratique, parce que la SEC c'était ça, hein, c'était des jeunes qui avaient lu Marx, qui avaient lu Lénine, et qui voulaient une révolution culturelle pour les Comores, et qui étaient tellement convaincus qu'ils vont refuser la main que leur a tendue Ali Soili. Pour la simple raison qu'il a fait un putsch. Donc on voit le niveau de conviction qu'avaient ces jeunes. Aujourd'hui, vous les croisez, ils sont plus trop jeunes, et ils vous disent... c'est ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû prendre la main d'Ali Soili. Cette histoire de démocratie, non. Donc, ça c'est un deuxième exemple. Troisième exemple. Est-ce que économiquement on tiendrait sans notre diaspora française? Économiquement, là on ne parle pas d'idée ou d'idéologie, on parle du manger. Économiquement, ça ne tient pas. Donc la vraie question, c'est à quand est-ce qu'on aura des diplômés locaux qui vont servir le pays? Mais les diplômés qui ont servi le pays, la société, pas l'État, les diplômés qui ont le plus servi la société, ils l'ont servi depuis l'exil. C'était des gens qu'on avait chassés, ou des gens qui, parce que chassés, j'ai souvent ces discussions avec des amis qui me disent, vous savez, on vit dans ce pays et on assiste malheureusement au drame humain de nos frères qui meurent en mer. Et il nous arrive d'échanger là-dessus. Et plusieurs fois, j'essaie de reprendre les amis qui pensent que c'est facile de partir, ou qui ont le jugement facile, qui disent, qui a tous les faits. Non, non. Sérieux en minimum. C'est vrai que la mer, ça fait peur. Mais si moi, qui n'ai même pas envie d'aller la prendre, elle me fait peur, il faut imaginer la personne qui a pris la décision d'y aller. Elle a déjà évalué ça. Il est même probable que des amis partis avant lui, il est possible qu'il leur soit arrivé un mauvais sort, ils le savent. Donc la vraie question, elle n'est pas personnelle, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut arrêter de dire qu'on veut aller en France pour la Tour Eiffel. Non, on fuit quelque chose. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fuit? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont forts, qui sont qualifiés, ils sont gravés la mort? C'est pas pour une promesse qui nous attend là-bas. Le plus souvent, c'est parce qu'on fuit quelque chose. Il n'y a pas que la guerre. Hein. Il n'y a pas que la guerre, que les viols, que les incendies. Non.
Il y a aussi des gens qui partent parce qu'ils ne peuvent plus manger. Sortez de ce mythe du Comorien, il n'y a pas de mendiants chez nous. C'est un mythe. Il y a des Comoriens qui partent parce qu'ils sont fatigués de la honte de la famille. Je dis Comorien, je peux dire Afrique. Il y en a qui partent parce qu'en fait, la famille a tout vendu. C'était une famille de paysans qui ont tout vendu. Le capitalisme achète tout. Le capitalisme veut les terres, veut les banques. Pourquoi est-ce que c'est les Anjouanais qui sont le plus éligibles à ça? Je parle de Mayotte. Pourquoi est-ce que c'est les régions les plus pauvres des Comores sont les plus éligibles? C'est de ces régions que viennent le plus des gens qui meurent en mer. Donc il y a une équation à faire entre pauvreté, des gens qui sont laissés au banc de la société, mais nous, en tant qu'étudiants, est-ce que nous nous intéressons à ça? Il y a des étudiants qui font de ces domaines-là. Est-ce que quelqu'un dans son domaine s'est déjà dit, les dockers au port de Moroni, comment ils peuvent manifester pour qu'on leur augmente des heures de travail? Les dockers ont manifesté pour qu'on leur augmente des heures de travail. En 2026, ça c'est le sommet de l'indignité. Au moment où dans le monde entier on réduit les heures de travail pour plus de dignité humaine. Parce qu'on sait que le travail, c'est la suite logique de l'esclavage. Il suffit de lire un minimum, on le sait. Le travail n'a rien de libérateur. Il libère le groupe en asservissant les gens. Mais c'est qui le groupe? C'est les gens. Pour qui est-ce qu'on crée ce bonheur-là? Bon, je ne vais pas trop élargir la question, mais vous voyez, on a toujours servi les Comores depuis l'extérieur. Le vrai problème, c'est qu'on a aux Comores un système politique. Je dis bien un système politique, pas un gouvernement, même si on pourrait nommer un gouvernement particulier. On pourrait nommer comme... C'est pas une question de peur, non. C'est une question de cohérence dans ce que j'essaie de dire. C'est un système qui est là, qui est un système post-colonial, qui nous fait dire, par exemple, quand l'hôpital ne marche pas comme on le souhaite, qui nous fait dire l'hôpital ne fonctionne pas. Qui nous fait dire, quand on voit des dysfonctionnements dans le système éducatif ne fonctionne pas. En fait, non. Ces systèmes-là fonctionnent. Ils fonctionnent comme ils ont été faits. L'école comorienne n'a pas été faite pour produire des intellectuels. Elle a été faite pour produire des fonctionnaires, des travailleurs. L'État, pas la société. L'État veut des sages-femmes. Ma mère a été sage-femme toute sa vie. Le plus haut salaire qu'elle a eu, c'était 110 €. Et on était 5. Elle a travaillé une trentaine d'années pour l'État. L'État veut ça. L'État veut des corps. L'État ne veut pas des têtes, il veut des corps. Qui dorment à telle heure, qui se réveillent à telle heure, qui font ça, qui font. Donc, je peux faire. J'espère que ça vous intéresse au moins ce que je dis, parce que je me suis un peu perdu. Mais bon, pour répondre à la question, oui, on a toujours servi les Comores à distance, on n'a jamais servi les Comores sur place. Et ça me revient à ce que je disais, on a un système politique qui est là, qui fait que on va toujours de nous-mêmes choisir nos ennemis. C'est un système, ça va toujours être comme ça ne changera pas. Ce qu'il faudrait, c'est que nous, en tant qu'étudiants, nous arrêtions de prendre le pouvoir au sérieux. C'est ce qui énerve le plus le pouvoir. Tout pouvoir aimerait être pris au sérieux. Imaginez, vous êtes un pouvoir et personne ne vous prend au sérieux. C'est pas qu'on se rebelle, c'est pas qu'on manifeste, c'est pas qu'on te dit dégage, c'est juste qu'on ne prend pas au sérieux. Et bien ça, c'est la première des rébellions. Et ne pas prendre l'État au sérieux, ça veut dire quoi? C'est arrêter de répondre à des questions qui sont posées par le débat public. Vous savez, chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau débat. Et puis on se met à commenter de la couleur des chaussettes du chef de l'État. Et on met toute notre énergie dedans. Et la plupart du temps, ces problèmes nous divisent, entre Ngazidja, Nzouane, Nimal. La plupart du temps, c'est des problèmes qui vont nous diviser. Ces problèmes-là, ils n'arrivent pas par hasard. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a un complot, qu'il y a des gens quelque part qui... C'est ça la société. C'est ça un système politique injuste. Une société injuste, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on va librement, à chaque fois, choisir ceux qui vont nous piétiner. Je vous donne un exemple simple, pour me faire comprendre. Comment est-ce qu'on qualifie chez nous une personne, un homme politique surtout, qui lorsqu'elle parle, elle est prétentieuse? Comment on juge ça? On sait ce que ça veut dire. Au lieu de nous indigner, tu ne peux pas insulter le peuple.
Tu ne peux pas dire normalement, le moment tu dégages quand tu dis ça, dans une société saine. Nous, comment on réagit? On voulait quand même bouger devant. Si vous voulez, on va tout le temps avoir des gens qui nous piétinent. On est d'accord? Vous avez entendu, enfin, je ne veux pas nommer les gens, mais on a tous vu ce qui s'est passé récemment. Nos hommes politiques, quand ils nous parlent, ils nous enseignent, ou alors ils deviennent des profs. Ils savent tout, on ne sait rien. Ouais. Et bien, tout ça, c'est le système qui fait ça. Vous, quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez être comme ça. Vous faites 2-3 voyages, vous rentrez, vous avez le micro et c'est bon, vous êtes le docteur des docteurs, vous savez tout, les autres ne savent rien. Donc, pourquoi est-ce que je prends ces exemples concrets? Parce que le problème des Comores, c'est un problème de méritocratie. Poser le problème en termes individuels en disant rentre, c'est laisser l'essentiel. Je suis qui, moi? Si je rentre, il va se passer quoi? Les Comores vont se développer? Non, je vais juste être pauvre. C'est tout. Je suis là, je travaille, je peux aider mes parents de temps en temps. Je vais rentrer quand je le souhaite. Mais le problème, il faut le poser d'un terme politique. Ceux qui sont rentrés, qu'est-ce qu'ils font? Comment se passe le travail? Est-ce que ceux qui ont un boulot, ils l'ont? Attention, vous verrez des gens très qualifiés qui vont avoir un boulot. Regardez à côté, vous verrez, ils ont aussi un... Ça n'empêche pas, on peut être qualifié et avoir aussi des pistons. D'ailleurs, ça on le sait chez nous, hein, quand il y a des élections. Même si on est sûr de gagner, il faut voler quand même, c'est jamais. Alors, le maître de cérémonie, je sais de vous rappeler qu'on a largement dépassé le temps. Mais je sais qu'avec cette riche intervention, vous êtes bombardé de questions, de suggestions. Ainsi, je vous laisse la parole afin que nos deux intervenants puissent répondre. 5 questions seulement, au maximum. Président Barrière, je crois. Je veux pas, merci beaucoup en tout cas pour la parole, même si je n'ai pas levé la main. Effectivement, il y a pas mal de réflexions comme ça qui sont venues suite à une brillante intervention. J'ai juste une question rapidement pour M. Walid. Je pense que tu as fait un très bon travail dans la nuance surtout des termes, j'aime beaucoup cela. J'essaie de faire cela à 2000 ans, je n'avais pas assez de temps. Mais je pense que quand même il y a une nuance que je n'ai pas encore très bien comprise, c'est surtout sur la question du gouvernement et de l'État. Moi je pense que nous ne sommes pas l'État, mais nous faisons partie de cet État. Donc on se doit de l'interroger sur énormément de questions. Je pense que toutes les questions qui concernent l'État nous concernent aussi en tant qu'étudiants. Je pense que toutes les questions qui sont posées pourraient être posées dans notre conférence légitime, à mon avis. J'aimerais bien comprendre un petit peu s'il y a une nuance entre gouvernement et État. Est-ce qu'on peut séparer ces deux termes? D'accord. Alors là, j'avoue que je me suis mis un peu en difficulté en parlant de ces notions d'État, c'est quand même des notions très juridiques. Je me suis quand même en difficulté, mais je vais te rassurer. Qu'est-ce que moi j'entends, enfin, qu'est-ce qu'on peut entendre par État? Pour moi, l'État, c'est simple. Et là encore, hein, je me dis, je sais qu'un juriste pourra me répondre. Mais l'État, c'est le système qui a succédé aux monarchies. Je prends l'histoire de France, ils ont coupé la tête au roi. Bon, ça ne s'est pas passé directement, il y a eu des transitions, mais c'est le grand principe de monarchie, mono, arché, voilà, mono, là, arché, pouvoir de l'un. Donc on sort du pouvoir de l'un, d'un seul, vers un pouvoir plutôt partagé. Donc finalement, c'est un système dans lequel... alors, c'est pour ça que je dis qu'un juriste me reprendra en me disant qu'il faut distinguer un État démocratique d'un État. Les Comores, nous sommes censés être quoi? Un État démocratique. Moi, je m'intéresse à la démocratie. C'est ça avant tout. Moi, en tant que citoyen. Démocratie, parce que c'est ce qui me garantit mon respect, ma dignité, parce que je suis un descendant de colonisés. C'est-à-dire que mes grands-parents, on leur disait, boss, travaille. S'ils ne travaillent pas, on les envoyait en prison, hommes comme femmes, ensemble. Ça, c'était quelque chose qui a choqué les mœurs. Quand on a mis des Comoriens, hommes et femmes, dans une même pièce. L'histoire de la prison, les débuts de la prison, ça a choqué les mœurs. Ça a même déclenché comment on va appeler ça en termes précis, ça a déclenché une sorte de rébellion qui va mener à la mort de Massimo Nsala Malipatia. C'est le nom qu'on entend, mais dont on ne connaît presque rien. C'est la révolte du Boudé. D'accord? Il y a toujours un petit... Donc,
pour répondre, pour revenir à la question, parce que c'est très passionnant, on risque de... Je distingue très bien l'État de... C'était quoi, société ou gouvernement? Gouvernement. L'État, il est là. Quand Sambi était là, c'était l'État. Quand Ali Swali était là, c'était l'État. Azali est là, c'est l'État. Donc l'État, finalement, c'est une idée, c'est rien. L'État, c'est pas quelque chose de concret, c'est un concept. Et comme c'est un concept, c'est quelque chose qui n'est pas précis du tout. Et ce qui fait que les Comoriens eux-mêmes, surtout ceux qui n'ont pas été à l'école, moi je ne distingue pas les intelligences, c'est l'État qui fait ça. L'État distingue bien les intelligences. Si tu n'as pas de diplôme, l'État ne peut rien pour toi. Alors tu peux aller bosser avec tes mains, ou tes pieds, ou ta tête, ce que tu veux. Mais l'État met sur le haut du panier ceux qui ont... Bon bref. Alors, le gouvernement, c'est un groupe, c'est un groupuscule, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un groupuscule de gens, je ne dirais pas d'amis, parce qu'ils ne sont pas toujours amis, des gens qui travaillent dans le même gouvernement, mais qui s'entendent bien et qui entendent mener un projet comme ils l'ont, voilà, ils ont réussi à mettre en place une manière, une direction à donner à la société, une direction à donner au pays, bon, peu importe. Pour moi, ça, c'est un gouvernement. Et là, encore une fois, c'est un étudiant en droit qui veut bien me reprendre, je suis preneur. Je ne fais pas du droit. Je parle en tant que citoyen qui essaie de ne pas être pris pour un... Voilà. D'accord ? Moi, je ne suis pas l'État. Je ne suis aucun pouvoir. Donc, si tu te sens appartenir à l'État, et je dirai là-dessus, si tu te sens appartenir à l'État, je me permets de te juger un peu en disant ceci. Je te juge parce que je me suis jugé moi-même. Très longtemps, j'ai pensé ça aussi. J'ai pensé qu'en disant l'État, c'est moi aussi, c'est l'État comorien. Non. L'État comorien, pour moi, c'est comme si tu disais les cabres comoriens. Je ne suis pas les cabres. Moi, je suis un humain, il y a les cabris, il y a l'État. L'État, c'est un pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas les gens. Les gens résistent toujours au pouvoir. Dans toutes les sociétés qui se portent bien, et par se porter bien, je veux dire une société où économiquement, les gens vivent un minimum. Le plus important dans tout ça, c'est le travail. Dans toutes les sociétés du monde, ce n'est pas les valeurs, ce n'est pas la religion. La religion, elle est importante dans le discours des gens, dans ce qu'on prétend. Mais tu regardes la vie d'un seul individu, tu vois que ce qu'il y a de plus important dans sa vie, c'est le travail. C'est ce qui le prend le plus de temps et même le plus d'investissement. Donc, on ne peut pas, c'est problématique, quand les individus pensent dans l'esprit de l'État. C'est là où on a le fascisme. D'ailleurs, le fascisme, c'est ça, hein. Hitler était puissant parce que tout le monde s'est mis à la graine du racisme à... Voilà. Non. Nous sommes des gens de Bensamipuli, de Fougouni, de Moutsamoutou, qui sont des gens pauvres pour la plupart, qui sont exposés à des risques de tout genre, risques de tremblement de terre, risques d'éruption volcanique, risques de famine, risques de tsunami, risques de montée des eaux, et qui en fait, face à ces problèmes-là, n'ont rien. Ils n'ont rien. On prend un exemple simple. Quand je peux en parler parce que j'ai essayé des traditions dans ma famille, vous savez, chercher un visa pour aller chercher des soins. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. On n'a pas les mêmes problèmes. Je ne désire pas trop comment chez toi. Hein. Pas dans le général. Hein. Oui, mais il n'y a pas si oui chez toi. Chez toi. Et chez d'autres comme toi. C'est à toi d'aller te rassembler à ces d'autres comme toi pour constituer une voie politique et changer ça. Mais attendre de la société, en fait, c'est pas ces problèmes. Ce qui montre bien que, on fait signe d'arrêter, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de vrai... nous ne sommes pas l'État. Tu n'es pas l'État. Je ne suis pas l'État. Nous sommes des Comoriens. Et si nous devons, nous, en tant qu'étudiants aujourd'hui, penser notre société, il faut une vraie résistance. Parce que pour qu'un État fonctionne bien, sans résistance, il faut qu'il y ait des prophètes à sa tête. L'État lui-même le prévoit. L'État, c'est lui-même prévu comme dialectique. Il faut d'abord le partage des pouvoirs, c'est quoi? C'est parce qu'on sait très bien, on veut sortir de l'omniprovidence, du mythe de l'homme qui pourrait servir tout le monde sans qu'il soit surveillé. C'est pas possible ça. Et donc l'État, c'est le système politique qui se veut le plus moderne, dans le sens où il essaie de nous empêcher de tricher, en créant des systèmes qui se contrôlent entre eux. Les Comores ne sont pas nés dans le système étatique. On a eu des siècles, l'État vient d'arriver. Le fait qu'il y ait des gens à Moroni qui soient les dirigeants du pays, ça n'a même pas 100 ans.
Les Comores, ils sont depuis combien de milliers d'années? Le fait, parce que l'État, c'est la centralisation du pouvoir. Regardez, qu'est-ce qui crée le plus grand problème aujourd'hui? Le séparatisme aujourd'hui, notre pays est menacé d'exploser. Qu'est-ce qui crée ça? Le fait qu'on a centralisé le pouvoir en un lieu. Où? À Moroni. Ça, c'est l'État. Donc l'État crée des problèmes qu'il prétend lui-même régler. Mais en fait, quand on pose les vrais problèmes des Comores, le problème, c'est l'existence même de l'État. Il y a un ami qui me disait, je finis sur ça, mais c'est pas tu es trop radical. Et il me disait, tu es contre le gouvernement. Moi, je ne suis pas contre le gouvernement. Je suis contre l'État. C'est-à-dire, moi, si contre l'État, moi, il n'y aurait pas d'État. C'est pas qu'il n'y aurait pas de président. Hein. Il n'y aurait pas d'État. On trouverait autre chose. On penserait autre chose. C'est urgent. Et aujourd'hui, je finirai là-dessus. Ceux qui pensent en ce moment, en philosophie, en sociologie, en anthropologie, ceux qui essaient de comprendre le problème des organisations humaines, ils commencent à envisager l'après-État. Sortir des États. C'est ça les théories modernes. C'est ce que j'aime bien, parce que mon père fait partie de la génération des années 60. Je dis souvent, vous êtes dépassé aujourd'hui. C'est plus Marx qui va libérer les gens des théories de Marx. Aujourd'hui, on pense après l'État. Et l'État lui-même va se finir. Hein. L'État, il va finir comme la monarchie est finie, comme on va devoir. Mais nous, en tant que Comoriens, on pourrait aujourd'hui mobiliser tous nos savoirs, toutes nos connaissances, essayer de répondre. Vous savez, des fois, avec l'État, il y a un problème simple. On est là en tant qu'individu dans un village quelconque. Il y a un problème. On pourrait le résoudre là, entre nous-mêmes. Mais il faut attendre que l'État arrive. Et souvent, c'est ce qui crée le problème. Pourquoi? Parce que les gens se fondent sur l'idée que les gens, sans moi l'État, ils se mangeraient entre eux. L'État prétend que sans lui, il n'y aurait pas de sécurité, que naturellement, ils ne sont pas bons, que c'est lui qui vient mettre par l'école, papa. Donc, on pourra débattre longuement là-dessus, et je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais moi, dans ma situation de Comorien, né en Gazidja, avec tous les problèmes qui se posent à notre pays, non, je ne suis pas l'État et je le vois tous les jours. Ma maison, elle va disparaître dans 6 ans. Et c'est que j'exagère pas, hein. Ma maison va disparaître dans 4 ans. L'État ne fait rien, parce que ce n'est pas son problème. Je pense que... C'est pas long. Alors, tout à l'heure, il a dit qu'un juriste peut le contredire exactement. Alors, je ne serai pas long. Parce qu'on dit qu'on aime trop parler, nous les juristes. Apparemment, il y a les littéraires qui nous dévancent. Alors, l'État, c'est quoi? Est-ce qu'on peut distinguer entre l'État et le gouvernement? C'était ça la question. Alors, bien sûr, pour donner une définition exacte de ce mot État, on peut dire que l'État, c'est quoi? L'État, c'est un élément politique et juridique qui exerce l'autorité dans une population vivant dans un espace donné. Donc, l'État forme 2 éléments, voire 4. Il y a la population. Vous ne pouvez pas avoir un État sans population. Bien évidemment, on va contredire aussi, dire qu'il y a des États sans population. Ce n'est pas un État. Il y a la population d'abord. Il y a le gouvernement. Vous voyez, donc, la population et le gouvernement. Donc, les deux se trouvent dans un même cercle. Alors, dernièrement, il y a l'autorité, d'abord la population, le gouvernement et un territoire. Et puis enfin, bon, c'est un principe, hein, il y a la souveraineté. Parce qu'il ne pouvait pas avoir un État non plus sans souveraineté. Comme aujourd'hui, l'ONU a classé plusieurs territoires qui sont des territoires non autonomes, donc ils ne sont pas des États. Donc État, d'abord, il faut avoir un peuple, il faut avoir un gouvernement, et puis un territoire et souveraineté connue par l'État. Alors le gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement, c'est le président, le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif formé par le président, chef de l'État, le ministre et tout le cercle. Alors, la population, c'est nous tous. Donc, on peut dire que nous tous, on forme l'État. Et au sein de l'État, il y a le pouvoir exécutif. Et puis, un territoire. C'est quoi notre territoire? C'est les Comores. On connaît l'espace comorien. Mais au-delà de l'espace comorien, est-ce qu'on peut avoir un État? Exactement. Il y a le consul. Il y a les ambassadeurs. Ce sont aussi, forment l'État comorien. Merci.
Malheureusement, je n'aurai même pas le temps de conclure. Je vais juste profiter pour remercier chaleureusement nos deux intervenants pour la richesse de leurs analyses ainsi que le public pour sa présence et sa participation. Et je vous souhaite une excellente continuation et vous invite à profiter pleinement des autres activités de notre festival culturel. Merci. Merci beaucoup. Ansalima Mohamed Ali et Dr Zayed Ben Mwadjoub Madi et Walid Ben Ahmed pour vos éclaircissements. Et j'espère, non, je suis sûr que tout ce beau monde va partir avec beaucoup plus de richesse. Nous allons continuer notre journée. Et je vais vous dire que les Comores, les îles de la Lune, appelées en arabe Juzr al-Qamar, est un pays à visiter. C'est un pays très beau, petit de taille, mais grand de valeur. Ça a toujours été le cas. Dans chaque pays, il y a toujours ces problèmes politiques, sociaux, mais les Comores, je vous invite à visiter. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, on part dans un voyage au cœur de la culture comorienne. Je vais vous inviter à voyager virtuellement à travers une vidéo, qui vous sera vraiment utile pour ceux qui veulent partir au Comores. Au cœur de l'océan Indien, entre l'Afrique et Madagascar, se trouve un archipel encore méconnu de nombreux jeunes à travers le monde. Un pays où la nature reste intacte. Un pays où les traditions sont toujours vivantes. Un pays où chaque île possède sa propre identité. Comore est formée de 4 îles principales, Grande Comore, Anjouan, Mohéli, Mayotte, qui est restée sous administration française. 4 îles différentes, une seule âme. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Haya, à Moroni. La température à Moroni est agréable et nous vous souhaitons un excellent séjour aux Comores. Notre voyage commence sur Grande Comore, la plus grande île de l'archipel. Dominée par le majestueux mont Karthala, cette île porte encore les traces de son origine volcanique. Entre roches noires et lagons bleus, les paysages racontent la puissance de la nature. À Moroni, la capitale, les marchés vibrent au rythme de la vie quotidienne. Les parfums de vanille, de girofle et d'ylang-ylang rappellent que cette terre est aussi celle des essences rares. Mais derrière ces images, Grande Comore révèle surtout une jeunesse ouverte sur le monde, attachée à sa culture et tournée vers l'avenir. À quelques kilomètres de là, à 20 minutes de vol d'oiseau, au départ de Hahaya, Anjouan dévoile un autre visage. Surnommée l'île verte, elle impressionne par ses montagnes couvertes de végétation et ses villages accrochés aux collines. Dans la ville historique de Moutsamoudou, les ruelles racontent une histoire marquée par les échanges entre l'Afrique et le monde arabe. Mais à Anjouan, une autre passion unit la jeunesse, le football. Sur les terrains synthétiques de l'île, les jeunes se retrouvent chaque jour pour partager bien plus qu'un simple match. Pour eux, le football est un espace de liberté, un lieu de rencontre, un langage universel qui dépasse les frontières. À travers ce sport, Anjouan exprime son énergie, ses rêves et son esprit.
Entre nature et modernité, en jouant contre le visage d'une île vivante. Plus petite et plus discrète, Mohéli est souvent considérée comme la plus préservée des îles. Ici, le temps semble ralentir. Le parc marin de Mohéli protège une biodiversité exceptionnelle. Chaque année, les tortues marines viennent déposer leurs œufs sur ces plages encore intactes. Pour les habitants, la nature n'est pas seulement un décor, elle fait partie de leur quotidien. Mohéli offre à ceux qui la découvrent des sensations devenues le calme. Les Congo ne sont pas seulement 4 îles dans l'océan. Elles sont une rencontre entre la nature, la culture et la jeunesse. Pour les jeunes du monde entier, cet archipel peut représenter une découverte différente. Un lieu authentique, un lieu sincère, un lieu encore préservé. Car aux Comores, chaque île possède son visage, mais toutes partagent la même âme. Encore plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Bien sûr que ce que vous venez de observer, cette vidéo, maintenant, c'est appelé un jeu de talent. Et la première, M. Swadi Adami. Adam Kosmiali, hein. Il y a quelqu'un qui t'a donné le bébé. Il est chargé. Il est déchargé. Pour le plan qu'il a eu, il a fait 16%. Après, on va mettre ça en charge. De la vie je suis un artiste. J'avais prévu de faire un slam, parler des Comores, parler de la fête, parler de notre univers qui est assez festif. Et après l'intervention de nos juristes qui parlaient de la fuite des cerveaux, je ne peux que répondre en rendant image à une fille que j'ai connue. Je s'appelait Adidja, à peine 12 ans. Elle était au Bacha, je crois. Elle s'est présentée devant ses parents. Le cœur battant, mais elle ne pouvait plus dire ce qu'elle faisait. À genoux devant ses parents, elle s'est présentée. Dieu mère, Dieu père, Dieu mes îles au parfum. Demain soir, je prends la mer et le reste de mon destin en main. N'essayez pas de me retenir, ce serait vain ici. Le présent est pire que l'enfer et le futur. Mais quel futur? Le futur n'est pas à vous lié à Oli, li wali aoli tsohu tswasha unu hamali kiwazi wa hamali zakaya zitsio ko zilio za tsuparokaya o shaongo biro lao et za jana zibiri juzi ko zijao zitsio. Ici, le présent est pire que l'enfer, le futur n'est pas vide. Je pars au péril de mon âme, je suis déçu.
Sa mère étonnée demande pourquoi. N'as-tu pas peur? N'as-tu pas peur de perdre la vie? Et elle qui répondit, maman, si je pars aujourd'hui, je risque de perdre la vie, c'est vrai. Mais si je reste, c'est ma vie qui sera perdue. Alors, quitte à la perdre moi-même que de la laisser se perdre dans cette bohème, je pars au péril de mon âme. Je suis décidé. Elle était décidée. Elle est partie le jour d'après. Elle était morte. Et elle était partie pas très loin, juste à côté, comme elle le disait. Je vais voir si, par hasard, ma part d'ombre sur terre n'est pas à côté, pas très loin, chez nos voisins, nos frères de Mayotte. Je partirai, n'essaye pas de me retenir, ce serait vain. Elle a dit sa vie était belle, elle est morte jusqu'à maintenant, on pleure son départ. Donc je ne pouvais pas venir ici, monter sur scène et entendre ce que les gens ont présenté et ne pas profiter pour un hommage à cette fille. Merci. Rien à dire. Vous voulez bien un talentueux. On aimerait bien qu'il reste, mais voilà, le temps est vraiment, vraiment dur. Je vais maintenant appeler mon cher secrétaire général de la section de Kénétra avec son équipe pour la remise des attestations afin de préparer certaines surprises qui vont suivre. Brigitte. J'aimerais bien faire revenir les jeunes talentueux pour le prochain, mais en attendant que celui qui devait nous ramener les attestations soit Brigitte. J'aimerais juste avoir un peu de musique au moyen pour la salle. En attendant que cette personne...
Maintenant, j'ai remarqué que voilà, vraiment, il y a des gens qui commencent à motiver. En attendant que ça va très bien avec les machines et tout ça, il y a des choses qui peuvent nous retarder. Mais je vais faire monter sur scène le secrétaire général de la section régionale de Kénitra, le président de la SEM centrale, ainsi que les secrétaires généraux de toutes sections ici présentes et les représentants, afin de voir ces beaux visages. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires généraux et représentants. Non mais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et nous avons eu le privilège d'avoir parmi nous le chargé des affaires et du protocole de l'ambassade de l'Union des Comores à Rabat, accompagné de sa femme, s'il vous plaît, veuillez l'applaudir. Vous savez, il y a toujours un plus. On voit très bien qu'il y a toujours un manque. Et ce manque, en comorien on dit Chiwishanguzu. Monsieur le consul, s'il vous plaît. Vos applaudissements. J'arrive dans la foule comme un bon arabe. Un avant-goût, un avant-goût. Je vais commencer à ma droite et que chaque SG, je dis bien les SG, parce que vous savez, le président et le consul, vous les connaissez. Et j'aimerais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Encore une fois. C'est rien. Alors qu'il y aura beaucoup d'ambiance. Préparez-vous. Donc, messieurs les secrétaires généraux, veuillez vous présenter brièvement et votre nom et votre pays. Et puis après, on passe à... Je m'appelle Jafari. Alors bonjour à tous également. Moi c'est Pascal Milmouno, de nationalité guinéenne, l'actuel secrétaire général de la Sésame Kénitra par intérim. Donc. Bonsoir à tout le monde. Je suis Abdeldine Djibril Mohamed, secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires tchadiens au Maroc, section Kénitra. Moi c'est Abdel Saïd, actuel secrétaire général de la section régionale des Meknes. Monsieur l'ancien président, je me permets de me présenter, il n'y a pas de souci. Moi c'est Aliaman Ben Ismail El Mustafa, je suis étudiant en 6e année de pharmacie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, ancien secrétaire général de la SEM Rabat Salé et actuellement je suis votre président. Donc, je m'appelle M. Abdilek Rami, actuellement secrétaire général de l'association comorienne étudiants Maroc, section de Kénitra. Le prince Rami.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Olio sana nyasi wa kumurna jorongo ilo ya shiatu. Na beka midi manti jimla wa homji warabasale temara. Yani ndio mzungu amema kubande kapitali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manti jimla wa he ASEM section régionale ya Seta terjari mtukuze. Je m'appelle Soukha Djadji Adam, je suis chargé des affaires étudiantines et socioculturelles de Marrakech. Je suis ici pour représenter le Marrakech par intérim. Merci. En comorien, on dit Sarumaya Kanatili Waza. S'il vous plaît, il ne faut pas anticiper les choses. Parmi nous, le bureau exécutif est complet ici. Et je vais solennellement appeler le commissaire en compte pour rejoindre cette équipe, s'il vous plaît. Mon nom est Djawadi Saïdou Mbelizi, étudiant en master 1 d'informatique et télécommunications à la faculté des sciences de Tétouan. Actuellement, je suis le commissaire en compte de notre association. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais profiter de l'occasion, la photo avec eux. J'ai profité de l'occasion parce que en comorien on dit Manotina voit Viréonia. C'est pour ça que j'ai profité de l'occasion. Donc à présent je vais vous remercier et vous demander de rejoindre vos places respectives, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va chauffer ce soir. Ça c'est clair, je vous assure, ça va. Apparemment, cette rangée là, vous n'aurez pas cadeau parce que vous êtes trop concentrés. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, il fait chaud et on a trop d'ambiance qui nous attendent. Donc je vais tout d'abord demander aux invités, nous sommes tous des invités, mais les invités d'honneur, le comité élargi, les autorités, à suivre le protocole. Il y a un rafraîchissement et après ça sera notre tour afin de pouvoir mettre un peu d'énergie parce que ça va chauffer. Je garantis. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire général, monsieur le président, veuillez accompagner monsieur le consul. Et par ici, s'il vous plaît. Mesdames, madame Ferranti, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je fais l'entraînement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez suivre le...
sections qui ont déplacé. Vous n'allez même pas s'applaudir un autre.